Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la neige qui tombe et tombera. Mon Dieu, j'ai l'impression de me prendre pour Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Moi, ça m'a fait penser à comme la neige a neigé. Voilà, alors on passe de Cabrel à Néligan. Mais donc la neige a tombé, elle tombe et elle tombera. Donc j'espère que cette fameuse neige-là ne vous a pas causé trop de soucis. En tout cas, notre premier invité, notre premier invité est pogné dans la neige. On va se dire les vraies affaires. À Cube, on est transparent. On dit les vraies affaires. Hein? Tu sais, toi, tu es habitué avec Benoît Dutrisac, parce que tu es journaliste à la recherche à l'émission de Benoît, les vraies affaires. Mon émission, les vraies affaires. L'émission de Richard, les vraies affaires. Donc, en toute transparence, notre premier invité de l'émission est en retard à cause de la neige. Et ça me fait penser justement au sujet dont je parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac, qui est, on parle beaucoup en période hivernale, une journée comme aujourd'hui où il y a beaucoup de neige qui tombe, quoique il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, bref, tout le monde capote. On parle beaucoup du fait que les automobilistes doivent adapter leur conduite pour des conditions hivernales. Mais je disais à Benoît, les piétons aussi et les cyclistes aussi doivent s'habituer et modifier leur comportement, leur attitude. Par exemple, les capuches. Les fameux manteaux avec des capuches, les gens ne se rendent pas compte. Tu mets la capuche de ton manteau, tu traverses la rue en plein milieu. Donc, tu vois pas l'auto qui s'en vient. Moi, je ne comprends pas les gens qui marchent dans la rue avec une capuche où ça cache complètement la vue. On ne voit plus rien. Ben oui, un petit problème de champ de vision, évidemment. Puis c'est vrai que les piétons, parfois, sont vraiment pas prudents. Puis après ça, ils peuvent être fâchés. S'il y a une collision, des fois, moi, je me dis, je sais qu'il y a des gens, ça les frustre énormément. Ils se disent, je le sais que ça sera pas de ma faute. Mais moi, je suis en voiture. Alors, c'est moi qui va lui faire mal. C'est moi qui peux risquer de blesser, même de le tuer. Par contre, c'est eux qui font pas attention, qui regardent pas, qui tournent pas la tête, qui peuvent glisser, qui peuvent traverser en plein milieu de la rue, entre le trafic, entre les voitures. Je comprends cette montée. Une montée de lait. Oui, j'osais pas le dire. Là, non. Ah oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça, cette expression-là, cette montée de lait. lactaire. Oui, chaque fois que j'utilise l'expression montée de lait, il y a une femme qui m'écrit en me disant « Madame Durocher, n'utilisez pas cette expression-là parce que c'est plus gentil pour les femmes enceintes. » Mais c'est drôle. Mais non, mais je m'excuse, mais tu sais, j'en ai eu des montées de lait, moi, d'ailleurs. Non, mais tu sais, ton enfant ce sera plus une autre fois. Ton enfant naît, puis là, t'as une montée de lait. Donc, voilà. Notre invité qu'on attendait impatiemment est maintenant arrivé. Il a bravé la tempête et on l'apprécie parce qu'en effet, quand il y a des tempêtes de neige ou des chutes de neige, habituellement, les gens disent « c'est-tu quoi, Durocher? Je veux la faire au téléphone, ton entrevue. » Ben non, vous avez décidé de vous déplacer, on l'apprécie. Vous appelez Jean-Philippe Desjardins, vous êtes fondateur et président-directeur général de l'agence de marketing Walrus. Et votre histoire est racontée aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, parce que votre histoire est incroyable. Bonjour, Monsieur Desjardins. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Puis quand on vient... je sais pas, c'est un sujet qui est très personnel, oui. Fait que je trouvais que c'était comme important pour moi de le faire en face à face. En face à face pour qu'on puisse se toucher, se regarder les yeux dans les yeux et surtout pour que je puisse vous dire les yeux dans les yeux à quel point je trouve courageux et important votre témoignage. On le sait, le mois de janvier ou le mois de février plutôt, c'est le défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe. Vous avez décidé d'encourager les gens à faire le défi 28 jours parce que vous, ça fait 23 ans que vous êtes sobre. Vous avez commencé à boire quand vous aviez 13 ans. Racontez-moi comment ça a commencé. Exactement. Je vais quand même d'un milieu familial qui était bienveillant et tout ça, mais j'ai subi mon arrière-grand-père était alcoolique, mon grand-père était alcoolique, mon père était alcoolique, puis il prenait aussi du Valium. Fait que c'était comme ce mélange-là.
C'est comme si c'était dans l'ADN de votre famille. Ben, il y a des gens, il y a des études qui disent que ce l'est. Tu sais, moi, je suis un peu de l'avis que la dépendance, il faut que ça soit traité comme une maladie. Tu sais, ce que les gens vont dire, c'est que pour quelqu'un qui est dépendant, quelqu'un qui va prendre de l'alcool, qui est dépendant ou qui a ça génétiquement, il va avoir beaucoup plus de plaisir que quelqu'un de normal. Tu sais, même chose pour les drogues. Donc, après ça, si t'as Donc, l'effet est décuplé. Exact. Donc, c'est beaucoup plus difficile ensuite d'arrêter parce que le plaisir que tu en ressors est beaucoup plus grand qu'une personne normale. Oui. Donc, vous avez 13 ans. Comment ça commence? Parce que j'ai fait une entrevue à un moment donné avec Éric Lapointe qui me racontait qu'il avait commencé à consommer à 12 ans. Je capotais ma vie. C'est tôt, là. 13 ans, quand vous commencez, vos amis, ils boivent du Nestlé Quick, là. Ils boivent, pas vraiment, là. Tu as tout le temps des amis avec qui tu peux consommer de la drogue. Au début, tu as une curiosité. Ouais. Puis en même temps, à cette époque-là, c'était une façon de blend in, c'est comme une façon de faire partie du groupe. De faire partie du groupe, de la gang. Puis après ça, j'ai toujours été quelqu'un qui était extrêmement curieux. Donc, tu sais, une fois que après la première fois que j'ai fumé du pot, ben, je suis allé prendre de l'alcool, tu sais, de mes parents, puis j'en ai juste bu parce que je voulais comprendre quel effet ça aurait sur moi. Puis quand tu lis, t'sais, on est tous exposés, que ça soit dans les films ou dans la culture, mais quand tu vas lire, puis là, tu lis sur l'alcool, mais après ça, tu as cette curiosité-là d'expérimenter est-ce que ça fait vraiment cet effet-là. Mais je suppose que quand tu es dépendant, c'est décuplé, puis tu vas faire ça tout seul, tu vas pas juste faire ça. Les gens normaux peuvent peut-être prendre de l'alcool entre amis, peuvent une fois de temps en temps en virer une, pas pire, comme on dit. Mais les gens dépendants, eux, ils vont recommencer le lendemain matin chez eux tout seuls. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est dépendant, l'aspect social disparaît. C'est pas une façon de socialiser, ça peut être simplement soi-même avec soi-même. C'est une façon pour essayer de combler comme le vide intérieur, puis parfois le mal de vivre que tu peux ressentir. C'est ça que vous ressentiez, vous, quand vous aviez 13 ans? Vous étiez pas bien dans votre peau? Je pense que oui. C'est dur, c'est une combinaison de facteurs. Tu as des comportements. On dit que la dépendance mène à 3 endroits, à l'hôpital, en prison ou à la morgue. Mais c'est des comportements extrêmement autodestructeurs qui viennent après ça, qui font juste t'amener toujours plus loin. Puis après, tu génères énormément de honte, de culpabilité. Puis c'est fou parce que j'ai pas lu l'article dans le Journal de Montréal. J'ai fait un témoignage aussi vidéo à la Maison Jean Lapointe où c'était vraiment important pour moi de faire ça parce que moi, j'ai été à la Maison Jean Lapointe pour ado. Mon père a été en 95 à la Maison Jean Lapointe, puis c'est un petit moment émotionnel, mais... Prenez le temps, Jean-Philippe. Ben, c'est ça, lui, il a arrêté en 95, puis c'est lui qui allait me porter en 2001. À Jean-Pointe pour ado, quand je suis rentré. Puis, tu sais, lui, il s'en est sorti. Il a fait énormément de bénévolat à Jean-Pointe. Puis, à son décès, il y a 2 ans, il y avait un don planifié. Puis, c'était à la Maison Jean-Pointe. Donc, tu sais, pour lui, c'était super important. Puis, il a fait du bénévolat pendant, comme, tu sais, peut-être 10 à 15 ans. Là-bas, il s'est super impliqué, justement, parce que, tu sais, lui aussi, ça l'a changé sa vie. Puis même quand je retourne là-dedans, tu sais, c'est comme je sais pas pourquoi, mais tu sais, je ressens encore comme un peu de honte, tu sais, parce que tu as des comportements, tu sais, que t'es pas fier. Puis même 23 ans plus tard, tu sais, parce que moi, j'ai arrêté de boire, j'ai fait du mouvement, j'ai fait du alcoolique anonyme, narcotique anonyme. J'en fais moins maintenant parce que ma vie est comme complètement ailleurs. Puis les substances font plus du tout partie de ma vie. Je comprends. Mais ça reste que, tu sais, c'est quelque chose qui touche à peu près toutes les familles au Québec ont quelque chose comme ça, puis c'est quelque chose qui est très difficile à parler, puis même si aujourd'hui le discours public est déjà mieux que quand moi je suis rentré en 2001, je pense que c'est important, puis le 28 jours sans alcool, le défi 28 jours sans alcool, je trouve que c'est important parce que ça met justement la conversation un petit peu là-dessus. Alors, c'est très intéressant parce que
chaque mois de janvier, février, il y a le Dry January, ensuite il y a les 28 jours sans alcool, et il y a plein de personnalités publiques qui parlent de ça. Je pense à Geneviève Petersen, qui est une ancienne collègue à nous de Cube, qui est maintenant rendue dans une autre station, qui parlait du fait que justement, cette période-là, c'est une période où on réfléchit. Pourquoi on boit? Pourquoi on a ce réflexe-là? Mais il y a plein d'autres gens, il y a plein de gens qui, Étienne Boulay, qui est super fier de dire que ça fait des années maintenant qu'il est sobre. C'est une discussion qu'il y a sur la place publique qu'il n'y avait pas avant. Mais je note quand même dans ce que vous venez de nous dire, Jean-Philippe, c'est le mot « honte ». Puis quand vous avez prononcé le mot « honte », c'est là que vous avez eu votre moment d'émotion. Ça veut dire que même 23 ans plus tard, c'est quand même ça qui vous vient vous chercher. Ben, c'est un peu le... Ben, tu sais, si tu revisites les émotions, sont toutes encore là. Tu sais, c'est pas parce que ça fait 23 ans que j'ai pas des... Tu sais, puis quand j'ai fait le témoignage vidéo, tu sais, ça m'a ramené à des endroits, tu sais, quand j'étais là-bas, quand j'ai eu des moments avec tu fais des scénarios de suicide, puis tout ça, puis c'est là que moi, j'ai eu ma prise de conscience. Puis quand j'ai eu ma prise de conscience, j'étais comme, OK, je veux m'en sortir. Ben là, j'étais comme done. Tu sais, là, j'étais prêt, justement, à me rétablir. Puis après ça, tu sais, j'ai jamais regardé en arrière, mais tu sais, j'avais décroché l'école, je suis retourné à l'école, puis après ça, éventuellement, j'ai parti mon entreprise, mais tout ce parcours-là, j'ai pas honte d'en parler parce que ça fait partie de moi, mais on dirait quand même que t'as comme un peu honte des choses que t'as fait durant cette période-là quand même, mais même si t'as fait des amendes honorables et tout ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, les gens me demandent est-ce que tu boirais 23 ans plus tard, pourquoi pas juste un verre? Puis c'est comme non. Non, je veux pas retourner là. Mais je suis pas prêt à prendre le risque, tu sais. Oui, parce que c'est ça, c'est l'hôpital, c'est la morgue, puis c'est la prison, mais c'est aussi possiblement mettre fin. C'est tout ça qui joue aussi, j'imagine. Oui, puis pourquoi, tu sais, pourquoi, tu sais, aujourd'hui, puis la conversation, tu sais, j'ai 2 enfants maintenant, tu sais, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, puis une petite fille de 6 ans, et... tu sais, c'est comme il va falloir que j'aille des conversations avec elle quand même assez jeune, avec mes enfants, sur, tu sais, c'est quoi la dépendance, parce que, tu sais, à partir du moment où tu as comme le côté génétique, mais c'est quand même important, tu sais, justement, d'en parler et ben, c'est ça. D'en parler. Mais on a beaucoup parlé de la honte. Est-ce qu'on peut parler aussi de la fierté, Jean-Philippe? Parce que moi, je regarde votre parcours. Donc, commencez à boire à 13 ans. À 16 ans, vous entrez à Jean-Lapointe pour Rado. Vous vous en sortez. 23 ans plus tard, vous êtes PDG d'entreprise. Il y a des gens qui travaillent pour vous. Vous êtes un apport à la société. Moi, je vous dis bravo, Jean-Philippe. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Pour moi, je pense qu'à un certain point, c'est rendu tellement intégré dans ma vie que, tu sais, j'y pense plus. Puis, tu sais, ça a été un grand travail aussi de s'entourer, tu sais, de gens... d'un écosystème de support autour qui m'ont vraiment permis, puis justement la Maison Jean-Pointe qui m'a donné un peu les outils que j'ai eu besoin après ça pour me rétablir puis pour complètement transformer ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je pense moins à ces choses-là dans au jour le jour. Mais je peux comprendre que ça, pour des gens, ça peut sembler, tu sais, les gens qui vont chercher leur jeton du nouveau ou les gens, tu sais, que ça fait 24 heures qui ont arrêté de boire ou qui sont en train de le faire en ce moment. Mais, tu sais, ça commence comme ça. Puis après ça, c'est juste une journée à la fois. C'est juste que moi, une journée à la fois, ça fait 23 ans, c'est bravo. Ça, exactement. C'est 23 fois 365. C'est ça. Si vous pouviez parler au Jean-Philippe de... On va faire deux Jean-Philippe. Le Jean-Philippe de 16 ans, vous lui diriez quoi? Ben, que ça commence une journée à la fois. Puis, tu sais, il y a toujours de l'espoir. Je pense que c'est ça l'important, tu sais, c'est de regarder par en avant, même si... Tu sais, t'es vraiment... Tu sais, des fois, quand ça va vraiment mal dans le mouvement, les gens disent c'est que t'as pas touché ton bas-fond. Puis c'est une fois que t'as touché ton bas-fond que là, t'es comme prêt à remonter. Mais, tu sais, je dirais, va faire un meeting. Tu sais, parce que ça, il y en a... Tu sais, je regardais, il y en a comme encore... Il y en a des milliers, là, au Québec. Tu sais, dans chaque village, il y en a un dans un... Un petit cul de 16 ans qui est accro. Ben, il y a des endroits, puis il y a un écosystème de support parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense. Tu sais, c'est un peu comme underground, mais va dans n'importe quel village, dans le sol d'église, il y a un meeting AA, genre une fois par semaine, puis il y a genre au moins 20-30 personnes. Fait que si t'additionnes ça, il y en a beaucoup de gens qui
souffrent ou qui ont subi ça, mais tous ces gens-là sont prêts à t'aider, tu sais, puis à aider, tu sais, parce que c'est un écosystème de support qui existe puis qui est extrêmement bienveillant. Monsieur Desjardins, j'aurais une petite question pour vous parce que vous parlez justement de fierté avec Sophie, puis quand vous vous transformez comme personne puis vous devenez un autre vous qui est ça puis qui réussissez, maintenant vous êtes un directeur d'entreprise, vous avez des employés, les gens vous regardent, ils vous admirent même, vous devez être une personne, tu sais, devant ces gens-là. Est-ce qu'il y a des compliments que vous recevez aujourd'hui que vous auriez jamais pensé recevoir avant quand vous étiez votre autre vous? Ben, je pense que le processus de se rétablir passe par, tu sais, il y a comme un désalignement entre la personne que tu voudrais être et la personne que t'es, qui crée comme un vide. Puis souvent, tu sais, il y a plein de raisons, puis je vais pas rentrer là-dedans, ce serait un petit peu long, mais le processus de rétablissement, c'est un peu aligner les deux, tu sais, pour que la personne que tu veux être soit... que tu sois, au fond, la personne que tu as toujours voulu être. Puis j'ai réussi à faire ça, tu sais, dans mon cheminement, tu sais, ça m'a pris un bon 3 ans me rétablir avant de retourner à l'école, puis tout ça. Donc, je pense que ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me donner, tu sais, c'est d'être authentique. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment la personne que j'ai comme toujours voulu être, puis j'ai assumé comme qui j'étais. Puis avant, ben, j'étais pas capable de faire ça, puis c'est pour ça que je consommais, tu sais, pour combler ce vide-là. Puis après ça, tu sais, t'as tout le cercle qui continue. Puis je pense que, tu sais, je suis avec les mêmes 2 associés en affaires depuis, tu sais, on fait des projets ensemble depuis 2007. Fait que, tu sais, on a une super belle trajectoire aussi avec les projets qu'on fait et ainsi de suite. Donc, je pense que ça... Tu sais, j'aurais jamais été capable de faire ça si j'étais pas passé par ce processus-là. Fait que ça fait partie de moi, puis je pense que c'est important d'en parler. Alors, ma deuxième question à un ancien Jean-Philippe. Donc, on a parlé du Jean-Philippe de 16 ans. Qu'est-ce que vous diriez au Jean-Philippe de 13 ans avant qu'il prenne sa première bière ou sa première brosse? Celle-là est beaucoup plus dure. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas empêcher. Parce que, tu sais, si tu le fais, c'est parce que tu as des problèmes émotionnels que tu n'as pas réglés. Tu sais, moi, j'avais beaucoup de... Tu sais, j'ai vécu comme le rejet de mon père à travers comme sa dépendance. Puis c'est très dur quand tu es un adolescent de comprendre, OK, il faudrait que comme je travaille là-dessus, que je travaille sur la gestion des attentes, tu sais, que je fasse un travail sur moi là-dessus. Donc, peut-être que si, tu sais, puis en même temps, à 13 ans, tu sais, t'es comme en construction, fait que c'est extrêmement dur, puis t'as comme aucune idée, tu sais, tu vis comme des choses, mais c'est tellement brut que t'as aucune idée. Qu'est-ce que je sais? Je pense que je dirais qu'il y aura du bon plus tard. Ah, mais c'est bon! Non, mais c'est important que vous disiez ça parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Ils ont peut-être pas 13 ans, ils ont peut-être pas 16 ans, mais des jeunes qui se disent, ben, tu sais, peut-être que je traverse quelque chose d'excessivement difficile en ce moment. Peut-être que j'ai pas atteint mon bas-fond, mais un jour, comme Jean-Philippe, je vais devenir la personne que je voulais être. Je veux juste faire quelque chose que je fais jamais, mais je veux juste vous prendre dans mes bras. Je veux juste vous dire, je suis fière de vous. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais votre histoire me touche beaucoup. Et je vous trouve très courageux et très généreux de partager votre histoire avec tout le monde, surtout de nous raconter la filiation qu'il y a dans votre vie, dans votre famille, les liens avec la Fondation Jean Lapointe et le travail tellement important qu'ils font. Merci beaucoup, Jean-Philippe Desjardins. Je rappelle que vous êtes fondateur et président-directeur général. Ça se dit bien, PDG quand même, de l'agence de marketing Walrus. Peut-être qu'un jour, on vous recevra et on parlera de votre agence et du travail que vous faites. Mais c'était très important pour moi d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci, Jean-Philippe.